Bienvenue sur The Human Side of Racing, notre nouvelle chaîne YouTube que voilà, je vous encourage à regarder et à vous abonner. Aujourd'hui, sujet du jour, ce sont les champions sans couronne. Très vite, il nous vient à l'esprit quelques grands champions qui auraient mérité d'être champions du monde, mais qui sont passés à côté pour mille et une raisons. Et le premier, le plus grand, évidemment, c'est Stirling Moss, ce champion des années 50 et 60, et qui a été 4 fois vice-champion du monde et 3 fois 3e. Donc il a gagné 16 grands prix du temps de Fangio. Il était le plus grand rival du grand Juan Manuel Fangio, qui lui a eu 5 titres. Il a été aussi son plus grand rival en sport prototype, parce qu'à l'époque, les 1000 km de Spa-Francorchamps, les 1000 km du Nürburgring, la Targa Florio, les 1000 Miglia étaient tout aussi importants qu'un Grand Prix. Et là, il a éclaboussé tout le monde de sa classe. Et c'est vraiment un garçon qui aurait dû être titré, qui n'a pas été, mais il a écrit sa légende en étant 4 fois 2e. Et pourquoi pas, Pierre Stirling Moss, que tu as bien connu, a marqué l'histoire de la course automobile. Oui, et puis c'était un seigneur de la course. C'était le premier pilote britannique à s'insérer dans cette époque qui était dominée au début des années 50 plutôt par les latinos, que ce soit les Italiens, les Argentins, avec Ferrari, Alfa Romeo essentiellement, alors que Moss est arrivé avec l'historique des moteurs arrière déjà, avec les Racer 500, les Formules Junior, et puis avec Cooper, enfin avec d'autres marques, Konog, Van Wall, mais voilà, très anglais. Alors même s'il a couru pour Maserati, essentiellement, il aurait pu être champion du monde avec Maserati. Il n'a pas eu beaucoup de réussite, Moss, et Fangio à l'époque en a eu. Mais c'est vrai que c'est aussi une époque où il y avait 6, 7 Grands Prix, 10 Grands Prix par an à tout casser, même pas, et énormément d'autres courses. Et Moss a gagné des courses hors championnat à la pelle, parfois en battant Fangio à la régulière. Donc, lui, il avait vraiment le niveau pour mériter au minimum un titre mondial, comme tu l'as dit, 4 fois vice-champion, parfois à très peu de choses. À un point en 58. Où c'est Mike Hawthorne qui gagne, et franchement, Hawthorne n'avait pas le talent de Moss, même si il avait fait une belle carrière aussi. Et à l'époque, on courait tous les week-ends, que ce soit en Formule 1, en Formule 2, en sport proto, j'en passe, et des meilleurs. Et Moss a participé à 500 courses, un peu plus de 500 courses. On a remporté 212. C'est dire sa domination. C'est quasiment monsieur 50%. Et puis, à l'époque, la prise de risque était considérable, évidemment, parce qu'il y avait des pilotes qui se tuaient tous les week-ends. Et Moss a fini par être victime d'un accident grave à Goudoun en 62. Sinon, sa carrière aurait pu encore continuer. Il était encore relativement jeune. Et il était même question qu'il court avec une Ferrari pour son mécène Rob Walker, le célèbre héritier du whisky du même nom. Oui, deux exploits qui nous viennent à l'esprit tout de suite. C'est en 1961, sur une Lotus privée sous-motorisée. Il gagne le Grand Prix de Monaco en battant les 3 Ferrari, qui terminent 2, 3 et 4, qui étaient bien plus puissantes. C'est un exploit qui est resté dans la légende. Deuxième exploit, c'est avec la Mercedes aux 1000 Miglia, 1600 km qu'il parcourt avec Jenkinson, le journaliste, en 10 heures. Exploit après jamais battu. 160 de moyenne sur route ouverte, ça vous dit quelque chose? Avec les arrêts et les ravitaillements qui prenaient une éternité en plus. Une époque de dingue, on est en 55 quand Moss réalise cet exploit. Mais c'est vrai qu'après, malheureusement, dans les années 60, il aurait pu continuer et son accident l'en a empêché. Mais il est resté une légende de la course britannique essentiellement, parce qu'à l'époque, il y a quelques pilotes anglais, mais pas beaucoup. Il y a quand même Mike Hawthorne, on l'a cité, qui a été champion du monde. Il y en a un qui aurait pu l'être, c'est Tony Brooks, qui était dentiste dans le civil, mais qui avait un coup de volant exceptionnel et qui a été, je crois, 2e du championnat en 59. Avec la Van Wall. Avec la Van Wall, qui s'est imposée au Grand Prix de Belgique à Spa de la plus belle des manières. On pense aussi à Peter Collins, le coéquipier de Mike Hawthorne. Collins qui a offert un titre, entre guillemets, à Fangio en 56 à Monza, puisqu'il était en tête, où il allait être champion du monde, et il cède, à l'époque c'était possible, il cède le volant de sa Ferrari à Fangio qui avait abandonné,
Et Fangio finit la course, gagne et remporte le titre. Donc c'était assez chevaleresque de la part de Peter Collins qui estimait qu'il avait encore le temps pour être champion du monde et que le titre revenait au maestro Fangio. On sait ce qui est arrivé par la suite malheureusement pour Peter Collins qui s'est tué 2 ans plus tard. Voilà pour Moss, un deuxième pilote auquel on est très attaché et qui aurait pu s'imposer, qui aurait dû s'imposer, qui avait le talent extraordinaire, c'est Ronnie Peterson qui, en 1971, tout jeune sur une marche tout à fait rétive, termine deuxième du championnat derrière Jackie Stewart. Ça prend un peu de temps avant qu'il s'impose en Grand Prix parce qu'il n'a pas le matériel. Il arrive chez Lotus, s'impose en France, commence à gagner des Grands Prix, mais n'est pas titré parce qu'avec Fittipaldi, on s'arrache des points, on se prend des points. Et c'est Jackie Stewart, qui enlève le morceau. S'ensuit, après il gagne sur une marche tout à fait incompétitive. Il gagne des grands prix, donc il est flamboyant, il a un style de conduite extraordinaire tout en survirage. Revient chez Lotus, mais alors comme deuxième pilote. Il est d'accord d'être deuxième pilote parce que Mario Andretti, c'est lui qui a mis au point la voiture à effet de sol, d'abord la 78 puis la 79, et donc promet de rester derrière Mario pendant tout le championnat. 78 que Mario gagne, et Ronnie malheureusement se tue à Monza lors de ce terrible crash au départ, mais Ronnie Peterson est un garçon qui avait le talent, qui a dominé beaucoup de ses coéquipiers, qui était rapide, qui était spectaculaire, et un homme formidable. Donc c'est un regret éternel qui n'ait pas été titré. C'était un surdoué, Peterson. Un surdoué qui avait effectivement le sens de la glisse. C'était un acrobate. On voit toutes les photos de Ronnie où il est à fond buté à l'équerre en contrebraquage. Alors moi j'ai un peu connu cette époque, effectivement. Alors chronologiquement, tu as peut-être oublié un autre qui a raté le titre de très peu et qui aurait dû l'être. À l'époque, c'est Jackie Hicks, évidemment. Ah, évidemment. Jackie Hicks, en 68, déjà, sa première année en F1 chez Ferrari, il est dans le coup pour jouer le titre jusqu'au bout. Et au Grand Prix du Canada, à 2 manches de la fin, il est victime d'un accident ridicule avec un accélérateur bloqué à fond et il se casse la jambe. Sinon, il était dans le coup pour gagner le championnat 68 au détriment de Graham Hill. En 69, il est chez Brabham, où il n'est pas premier pilote parce qu'il y a encore Jack Brabham qui est là. Bon, Brabham a un accident en cours d'année, donc Jackie hérite de la bonne voiture, et dès qu'il a la bonne voiture, il gagne, et il bat Stewart, qui était à peu près imbattable à l'époque. D'ailleurs, il le bat de très belle manière au Nürburgring, au Grand Prix d'Allemagne, avec sa Brabham qui était un peu une très bonne voiture, mais qui était de l'ancienne génération comparée à la Matra. MS80 de Stewart, qui avait vraiment une technologie de pointe. Jackie était toujours formidable dans ces conditions-là, au Nürburgring, à Spa, etc. Termine deuxième du championnat. Donc après avoir terminé 4e en 68, termine 2e en 69, et puis encore une fois en 70. En 70, il passe chez Ferrari, mais le problème est... Il revient chez Ferrari avec la très belle 312B qu'on a vue à Monza récemment en ouverture du Grand Prix d'Italie. Jackie Hicks a 80 ans, toujours bon pied, bon oeil, pour enflammer la foule des tifosi. Mais c'est vrai que cette 312B a mis beaucoup de temps à être mise au point à l'époque. Les voitures n'étaient pas fiables. Hein. Et Jochen Rindt, avec la Lotus, avait dominé, écrasé le début de saison. Donc Jackie a pris un peu le train en marche dans la course au titre. Et quand il commence à gagner, il est à peu près irrésistible, mais il échoue de très peu. Jochen Rindt, entre-temps, se tue. Donc c'est une année un peu hors norme, parce que c'est la seule fois qu'on a eu un champion du monde titré posthume, un titre posthume, Jochen Rindt. Et Jackie échoue à 5 points. À quelques points, alors qu'il aurait pu gagner. Enfin, il a gagné les derniers Grands Prix. Et la légende raconte même que l'abandon de la Ferrari aux États-Unis était peut-être volontaire. Moi, j'y crois pas, mais enfin, bref. Non, mais il faut savoir que Jackie Hicks était très compétitif depuis le début de la saison en 1970. Seulement, il ne marque pas un point jusqu'à mi-saison. La Ferrari n'est pas du tout fiable, lui il fait des pôles, il fait le boulot. Seulement la voiture ne voit pas l'arrivée, il ne marque pas de points. Par contre, Jochen Rindt, d'abord, c'est un formidable pilote, hein, on ne lui enlève rien, mais
il a une réussite aussi. Hein. C'est que Jack Brabham se loupe à Monaco au dernier virage, il prend la victoire. Jack Brabham tombe en panne d'essence au Grand Prix d'Angleterre. Il hérite de la victoire. Il hérite de la victoire. Et puis Jackie commence à avoir une voiture compétitive, gagne 3 Grands Prix, et se doit de gagner les 3 derniers Grands Prix, n'en gagne que 2 et n'est pas titré. On pourrait dire que Jackie a manqué le titre pour 6 dixièmes, je m'explique. Hockenheim, Grand Prix d'Allemagne, Rindt et X se battent pour la victoire. Rindt l'emporte pour 6 dixièmes. Si ce résultat avait été inversé, c'est Jackie qui aurait été titré. Seulement, Jackie a eu l'élégance de dire, Jackie X a eu l'élégance de dire, c'est mieux comme cela, je n'aurais pas voulu être titré alors que mon concurrent s'est tué. C'est tout à son honneur. Alors c'est vrai que Jackie n'a plus jamais, par la suite, eu la chance de revendiquer le titre. Et puis quand il a été, parce que bon, il a quitté Ferrari finalement, et pour aller chez Lotus, un peu par défaut, et là il s'est retrouvé face à Peterson. Peterson avait déjà enterré Fittipaldi, champion en titre, dans les belles GPS Lotus, parce qu'il était vraiment au-dessus du lot. Et Jackie, face à Peterson, il n'a pas tenu la comparaison, et ça a un peu marqué le déclin de sa carrière en F1. Oui, c'est vrai, Peterson qui en 1974 gagne 4 Grands Prix, et Jackie n'en gagne pas. Peterson est bien plus vite que lui en 1975. C'est pire parce que chez les Lotus ne sont pas du tout compétitives. Et voilà la chance de Jackie X de devenir champion du monde qui passe. Il s'est rattrapé par la suite en devenant champion du monde en endurance et en gagnant les 24 heures du Mans, ça on le sait. Alors passons à un mystère de la course automobile, Pierre, c'est-à-dire aussi un artiste, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que Peterson était flamboyant en survirage. Je pense à Carlos Reutemann qui avait un style des plus coulés, des plus fins et des plus efficaces, qui s'est imposé partout, qui s'est imposé à Monaco, etc., et qui était en passe de devenir champion du monde en 81, et lors de la dernière course, il fait la pole, et alors qu'il lui suffit de devancer Piquet, Nelson Piquet sur sa Brabham, et puis un jour sans, on n'a jamais su pourquoi, sa voiture n'était plus compétitive, il avait un problème, cette peur de gagner peut-être, et c'est Piquet qui prend les 2 points de la 5e place et Carlos termine 8e, et c'est Nelson Piquet qui est titré. Pour moi, c'est un mystère, Pierre. Oui, alors moi j'étais là, Las Vegas 1981, et je me souviens très bien de Carlos Reutemann, qui était un pilote un peu ténébreux, mais un grand talent aussi, qui a couru chez Ferrari, chez Lotus, et qui chez Williams aurait dû être champion du monde. Il fait partie de ces pilotes qui ont perdu le championnat à la dernière course. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Je remonte un peu dans le temps, il y a Wolfgang von Trips, parce qu'il se tue à Monza en 61 alors qu'il est en tête du championnat, et que c'est son équipier Phil Hill qui hérite de la couronne, alors que Phil Hill n'était pas du niveau de von Trips. Il y a Clay Regazzoni au dernier Grand Prix en 74 face à Fittipaldi. Alors Regazzoni n'était peut-être pas non plus un champion du monde indiscutable, mais cette année-là, avec la Ferrari, il avait fait le job devant un certain Niki Lauda tout de même. Oui, tout à fait. C'est grâce à lui que Niki Lauda est arrivé en Formule 1. Et en 1974, Niki Lauda était intrinsèquement plus rapide, mais pas encore assez expérimenté. Et c'est vrai que Regazzoni, en tout cas, il gagne 2 Grands Prix et joue le championnat jusqu'au bout, avec Scheckter qui avait une toute petite chance aussi, mais c'est Emerson qui s'impose. Avec la McLaren. Alors, juste pour finir avec Reutemann, le fameux Grand Prix de Las Vegas, c'est vrai qu'il s'écroule alors qu'il a toutes les cartes en main. Alors, on a souvent dit, oui, mais il était moralement un peu fragile, etc. Il n'avait pas le mental et tout. Bon, c'est peut-être en partie vrai, mais moi, pour l'avoir connu et pour avoir été témoin de ce week-end-là, moi, je pense qu'il y a aussi le fait que Williams a un peu savonné la planche, parce que le premier pilote, c'était Alan Jones, l'Australien bourru, qui avait gagné le championnat l'année précédente, et il y avait eu beaucoup de bisbrouilles et de mésententes entre les 2 pilotes pendant la saison, alors que Williams dominait son sujet. On dit aussi que Carlos avait fait la pole position avec le mulet, qu'il aimait beaucoup, il aimait bien le comportement de cette voiture, et que Patrick Head l'a obligé à reprendre sa voiture dont les réglages ne lui plaisaient pas, en tout cas, et ceci a
a vraiment hypothéqué ses chances. Quand je vous dis que Williams a savonné la planche de Reutemann, il y avait ça, et il y avait aussi le contexte géopolitique de l'époque. Hein, c'est comme ça qu'il arrête d'ailleurs sa carrière en F1 quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard presque. Carlos, c'était la guerre des Malouines entre les Argentins et les Anglais. Et donc, dans le team Williams, forcément, Reutemann n'était pas sur un piédestal. Tout à fait. Maintenant, un autre pilote qui a, sur papier, un petit palmarès, avec 6 victoires seulement, mais qui est légendaire et qui méritait 100 fois le titre de champion du monde, c'est Gilles Villeneuve, le papa de Jacques Villeneuve. Gilles Villeneuve est un pilote qui était tellement talentueux, peut-être, certains disent que c'était peut-être le plus talentueux de tous les temps. Le plus doué, le plus doué, c'était incroyable, il avait vraiment... À l'époque, hein, les pilotes de Formule 1 faisaient des piges en Formule Atlantique au Canada, sur le circuit de Trois-Rivières, et à ce moment-là, Villeneuve avait battu Hunt, Rosberg, toute la bande. Lafitte, etc. Tout le monde, mais enfin, il leur tournait autour au volant de sa marque. Avec un car control incroyable. Voilà, de Formule Atlantique. On parlait de Peterson tout à l'heure et de son style spectaculaire. Alors Gilles, c'était puissance 10. C'était énorme. Il y avait une prise de risque terrible et Gilles Villeneuve avait vraiment le talent d'être champion du monde. D'ailleurs, il a subi un peu des Ferrari pas tellement compétitives, mais il faisait des miracles à leur volant jusqu'au moment où, en 82, il a enfin la voiture pour gagner. Et là, il a Pironi comme coéquipier. Pironi, lui aussi, fort doué, mais pas avec le talent naturel de Villeneuve. Et là, il y a toute l'histoire d'Imola et de la trahison prétendue de Pironi qui lui chipe la victoire. Et puis après, le fait que Gilles ne s'en est jamais remis parce que il pensait que Pironi était son meilleur ami et qu'il n'allait jamais le trahir de la sorte. Mais quand on voit... Et puis malheureusement, Gilles Villeneuve se tue à Zolder quelques semaines plus tard. Gilles avait un côté chevaleresque aussi, un pilote généreux. On se souvient de son duel avec Arnoux à Dijon. Enfin, il a laissé quand même une trace dans l'histoire, comme peu de pilotes de son époque. Mais il avait un côté inconscient, il était complètement fou, Gilles. Sur la route, je ne vous dis pas. Dans les airs avec son hélico, c'était... Voilà. Donc il allait se tuer tôt ou tard. C'était un trompe-la-mort, il y avait une prise de risque permanente. Alors, il faisait parfois un peu peur à certains pilotes. Et puis, quand on mettait un pilote un peu plus réfléchi avec lui, exemple Jody Scheckter en 79 chez Ferrari, alors Gilles a été respectueux aussi d'un deal de consigne où il a respecté l'équipe et Scheckter a gagné alors qu'il était moins rapide intrinsèquement que Gilles. Mais il était plus réfléchi et il et il avait bâti son championnat. Mais Gilles pensait qu'il serait champion l'année suivante. Sûr de son talent, il était certain que son heure viendrait. Et c'est vrai qu'avec Scheckter a fait un championnat de toute beauté. Mais Gilles, quand il était derrière, ne l'attaquait pas. D'ailleurs, le jour de la consécration de Scheckter, à Monza, Gilles est resté tranquillement derrière Jody. Oui, comme Ronnie Peterson faisait avec Mario Andretti. De la même manière. C'est un peu la même histoire. La parole donnée étant sacrée. Et c'est pour ça qu'en 82, Gilles a été tellement déçu du comportement de Didier Pironi. Et donc, on peut imaginer que s'il avait survécu, évidemment que Gilles Villeneuve avait un titre en lui, parce qu'avec de mauvaises voitures, il faisait des miracles. On se souvient de Monaco 81, avec ce camion 726 CK, il gagne dans les rues de Monaco, ce qui était tout à fait improbable. Enfin, il fait des victoires alors que Pironi a vraiment du mal avec ce camion, et pour cause. Mais en 82, en 79 et en 82, Villeneuve aurait pu très bien être titré et il reste dans le cœur de tout le monde et des tifosi qui ne l'ont jamais oublié, c'est une légende. Mais de nouveau, comme avec Scheckter en 79, Didier Pironi était plus réfléchi et peut-être un peu plus intelligent, plus malin en tout cas que Gilles, et donc a construit son championnat de telle manière que il a mis Villeneuve en difficulté, malheureusement avec les conséquences que l'on sait. Heureusement, finalement, Villeneuve a quand même été champion du monde. Oui. Mais ce n'est pas le bon Villeneuve, c'est Jacques. C'est un autre Villeneuve, un Villeneuve qui dit que
Et Jacques le mérite quand même moins que Gilles, voilà, parce que Jacques n'avait pas le talent naturel de Gilles. Mais bon. Et comme on parlait de Didier Pironi, alors Pironi, lui aussi, hein, donc cette année 82, où c'était une année, on pourra en parler, peut-être en faire une émission un jour, tant il y a des choses à dire. Le premier champion du monde français, ça devait être Didier. Hein, ça devait être Didier, de loin. Après 11 courses, à 5 courses de la fin, il avait 9 points d'avance. Hein, donc il menait bien son championnat. La Ferrari était compétitive. Et puis, malheureusement, Hockenheim, pendant les essais, sous la pluie, alors qu'il n'a rien à gagner de faire des temps formidables, parce que les conditions sont terribles. Il se sent obligé de montrer que c'est lui le patron. Et il est à fond. Oui, mais ce n'est pas spécialement ça, Ziv. Non. Là encore, j'étais là. Franchement, c'est la fatalité. C'est un problème de visibilité, c'est tout. Didier, il arrivait, c'est vrai qu'il faisait un tour rapide sous la pluie. Bon, à l'époque, c'était courant pour tester les pneus, pour sentir la piste. Et voilà, et il tombe sur Alain au ralenti, je crois. Oui, c'est Alain, il passe, il fait une cabriole au-dessus, voilà, se fracasse les jambes. Il part dans les arbres, on a failli l'amputer, enfin bon. Et sa carrière est terminée. Voilà, Didier méritait mieux que ça. Il avait un côté aussi trompe-la-mort, comme Gilles, hein, c'est pour ça qu'ils étaient très proches finalement, en se mesurant, en s'affrontant mutuellement. Et bon, finalement, on connaît l'issue de la carrière et de la vie de Didier, ce qu'il n'a pas pu faire sur terre, il l'a fait sur mer et ça a été fatal. Oui. Bon, maintenant, un cas un peu spécial, c'est, moi je pense à Felipe Massa, qui en 2008, évidemment, c'est Hamilton qui est titré à la dernière seconde, hein, dans le dernier virage, quand il réussit à dépasser Timo Glock, alors que Felipe Massa a gagné le Grand Prix du Brésil pendant quelques secondes, se croit titré. Felipe Massa a passé à côté du titre et en veut à tout le monde, à la FIA, à Renault, à Flavio Briatore, etc. Il fait des procès au monde entier. Hein, voilà, parce qu'on se souvient très bien du scandale du Grand Prix de Singapour où Briatore et Pat Simmons demandent à Piquet, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas Piquet se met dans le mur pour favoriser Alonso. Le fameux Crashgate. Et à ce moment-là, il y a une safety car, Felipe Massa rentre au stand. Chez Ferrari, on rate tout à fait le ravitaillement. Il part avec son embout de ravitaillement et ne marque pas de points. Et il prétend que cette course aurait dû ne pas plus figurer au championnat puisqu'il y a eu tricherie avérée. Et dans ce cas, il aurait été champion du monde. Regret éternel. Pour mon copain Felipe. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord parce que, d'abord, avec des si, hein, tout le monde est champion du monde. Le cas de Singapour, ok, mais pourquoi aurait-on dû annuler le résultat du Grand Prix? Alors oui, il y a eu tricherie, donc on a condamné finalement Renault et les responsables. Mais la course a eu lieu, il n'y a pas de raison que Hamilton et les autres ne marquent pas les points. Et si Massa à 0 point ce jour-là, c'est parce qu'il embarque le ravitailleur de Ferrari. C'est une erreur chez Ferrari, désolé. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Et puis, de vous à moi, je sais que Philippe, c'est un copain à toi, mais pour moi, Massa, c'était pas un champion du monde crédible, ou en tout cas légitime, même si c'est un type charmant, hein, par ailleurs. Et je pense à un autre pilote Ferrari qui a été dans la même situation, un peu parce que Michael Schumacher était à l'hôpital, c'est Eddie Irvine en 99, qui se retrouve bombardé, leader chez Ferrari. Il ne met pas un pied devant l'autre avec Michael. Donc il ne méritait pas de gagner le championnat. D'ailleurs, chez Ferrari, on a presque tout fait pour qu'il n'y parvienne pas. Et moi, je me souviens d'avoir interviewé Eddie Irvine à Suzuka, la dernière course, après les qualifs, dans le carré des interviews, là, et je lui pose une question forcément qui fâche. Je dis, ça te dérangerait d'être champion du monde alors que tu as fait 0 pole position de toute la saison? Et là, j'ai eu droit à un sourire en W où il a répondu, oui, c'est le dimanche. On lui a donné des victoires. Hein, c'est le dimanche qu'on marque des points, etc. Mais enfin bon, il ne méritait pas un titre de champion du monde, comme Massa ne le méritait pas non plus. Et donc, c'est Mika Häkkinen qui a été titré, et tout le monde a piqué un ouf de soulagement, y compris chez Ferrari. Et donc, voilà, la morale est sauve, et Irvine n'a pas été champion. Il a gagné 4 Grands Prix, bon, un peu par chance. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des principaux. Évidemment, il y en a d'autres
qui sont passés bien après. On pense à David Coulthard, on pense à Mark Webber, etc. On pourra en faire une autre émission. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, que ce soit sur le site ou sur la chaîne YouTube. Et à très bientôt.